On va commencer simplement, d'abord, pour vous dire d'où je pars. Mes trois guides concernant l'intervention sur les vampires sont d'une part le film de Francis Ford Coppola, Dracula 1992, puisque la Cinémathèque de Toulouse l'a diffusé la semaine dernière, je crois jeudi dernier. D'autre part, la publication aux éditions Rouge Profond du livre de Stéphane Lumineldo, Le Miroir obscur, qui est une entrée, une histoire du cinéma des vampires. Je trouve que son sous-titre est très juste. Ce n'est pas l'histoire des vampires au cinéma, c'est une histoire du cinéma des vampires. Et enfin aussi, ça me permet de remettre en avant un article que j'avais écrit il y a en 99 avec mon directeur de thèse sur la modernité du vampire. Donc ça date, mais ça m'a permis de me replonger dedans et d'actualiser tout cela. Alors, sombres éclats du vampire. D'abord, on va commencer par une lecture. L'ouverture de Stéphane concernant le cinéma et le vampire. Où Stéphane, dans ce livre-là, fait parler le vampire à la première personne. Donc il me semblait intéressant de commencer sur le vampire au cinéma en écoutant le vampire lui-même. Je fus d'abord une rumeur, née dans les charniers d'Europe de l'Est, dans des villages maudits, ravagés par la guerre et les épidémies. Ironiquement, ce fut le siècle des Lumières qui m'enfanta et me baptisa du nom que je porte encore, vampire. Je n'étais alors qu'une larve s'extirpant de la terre noire. Le romantisme m'a rendu plus présentable et a fait de moi ce grand homme pâle, vêtu de sombre, un don Juan d'outre-tombe, une attraction des salons. À Londres, j'ai bu à la gorge des vierges victoriennes. À Paris, je fus la coqueluche des décadents, des hétéromanes, des phthisiques, ces énervés vouant un culte aux teintes livides et aux reflets glauques. Mais on se lassa de mes maléfices, gitans, et de mes mœurs équivoques. On tenta de me renvoyer dans mon vieux pays natal pour m'y détruire. Il faut croire que je faisais tâche dans un monde ayant troqué la magie pour le chemin de fer, le télégraphe et le triste peuple des usines. Pourtant, cette société industrielle qui crut m'anéantir allait me donner la vie éternelle. C'est sa plus belle invention, le cinéma, qui me fit naître à la modernité et entrer dans le XXe siècle. Ironie encore que Lumière soit le nom des deux frères qui bâtirent mon royaume des ténèbres. J'ai rôdé incognito parmi ces acteurs fardés, au visage de craie, aux cheveux brillantinés et aux bouches peintes. J'ai étreint ces femmes au regard lourd et aux lèvres de goule, à la chair molle et maladive. J'ai pu me dissimuler parmi ces imitations d'êtres humains, aux jeux un peu raides, coquettes, danseuses, apaches, banquiers, notaires, policiers. Davantage que noir et blanc, ce monde était charbonneux et blafard, ce monde était le mien de toute éternité. Un écrivain irlandais, Joseph Sheridan Le Fanu, disait que pour rejoindre le territoire des démons de la nuit, des fantômes et des vampires, il fallait regarder à travers les ténèbres d'un miroir. Le cinéma des vampires, même s'il se teinta de rouge amer, fut ce miroir obscur. Le cinéma m'offrit ces maisons où jamais le soleil ne perce. Il m'offrit ses pouvoirs d'hypnose et l'adoration des enfants de la nuit qui, depuis, célèbrent chacune de mes métamorphoses. J'étais et je suis toujours la déraison, la panique et le blasphème. Sachez-le, jamais je n'aurais pu entrer dans vos rêves sans y avoir été invité. Plus encore que de votre sang, je tire ma force de la passion que je vous inspire, car tel est mon autre nom à moi, vampire, en une rime écarlate, le désir. Donc c'est le texte d'ouverture de Stéphane Lumineldo, Le Miroir obscur. La suite du texte est à l'aune de ce que je viens de lire, c'est-à-dire que c'est un texte que je trouve remarquablement écrit. Alors, ce que dit Stéphane là, on va commencer par ça, c'est qu'on ne peut pas envisager le vampire sans évidemment le cinéma, et le cinéma sans le vampire. C'est-à-dire que le cinéma est un art du vampire, et il y a l'idée avec le vampire, c'est un mythe. Le vampire ne vient pas de la date du cinéma, il vient de plus loin. Je reviendrai là-dessus sur plusieurs éléments. Le mot vampire vient du XVIIIe siècle, on y reviendra. Mais il y a l'idée d'une première chose qui fait que le vampire est devenu un mythe moderne, un mythe contemporain, c'est cette rencontre entre une figure imaginaire et un mode de représentation qui est devenu un art, qui va prendre la place de l'opéra et du théâtre concernant le vampire, qui va être le cinéma. Et ça, c'est passionnant. Donc, le vampire, c'est une figure mythique, et vous savez que comme toute figure mythique, un mythe, c'est la tentative de poser des réponses
hein. C'est Mircea Eliade qui dit cela. Le mythe, c'est la forme que prend la réponse que l'homme pose à l'univers. Et si le vampire ne cesse de revenir dans le cinéma, en littérature aussi, et ne cessera de le faire tout le temps, ça c'est une affirmation que j'avance, mais je la crois tout à fait juste, c'est que précisément, le vampire n'est pas simplement associé à un impensable d'une époque. C'est-à-dire que le vampire va être utilisé pour dire l'émergence de la sexualité dans l'ère victorienne, par exemple. Où le vampire va dire, dans les années 80, il va poser, 80-90, il va poser la question de la contamination de la maladie avec le sang. Ça oui, le vampire fait écho à ces moments-là. Mais aussi le vampire, comme mythème, va véhiculer en plus de sa plasticité, de sa faculté à s'adapter à toutes les époques, le vampire va aussi véhiculer des mythèmes intangibles, des représentations qui sont sa force, quelles que soient les époques. Si on vous dit vampire, vous pensez tout de suite sang. Et l'imaginaire du sang est intarissable. Si vous pensez vampire, comme le loup-garou, vous pensez métamorphose. Voilà une catégorie qui est là aussi intarissable, inépuisable. Si l'on pense vampire, on pense évidemment le rapport de la lumière et de la nuit, de l'obscurité et de la clarté. Donc il y a cet aspect-là. Et aussi, il y a un autre aspect, et on va entrer en matière tout de suite avec une archive sonore et sur laquelle je vais faire passer les images de ce film-là. Il y a aussi l'idée que le vampire, sa trajectoire du moins, c'est à la fois l'étranger total, le grand autre, avec un A majuscule, et évidemment le vampire aussi est devenu de plus en plus le familier. Vous savez qu'en gros, si je vais vite, la trajectoire du vampire, c'était l'autre qui était loin, dans les Carpates, la Transylvanie, tout ça, et au fur et à mesure de l'évolution, le vampire maintenant est mon voisin. Hein, ça a fait l'objet de plusieurs films. Donc il y a l'idée que la menace qu'incarne le vampire n'est plus ailleurs, on ne va plus ailleurs pour la trouver, elle est maintenant à nos portes, voire dans nos maisons. Donc il y a cette idée-là. Mais il y a aussi une autre idée, c'est que le vampire, c'est l'idée du grand être qui combat le vieillissement, qui est du côté de l'éternité, donc qui serait plutôt du côté de la transfiguration, voire de la sublimation. D'où le côté un peu dandy sexuel du vampire, etc. Donc transfiguration, sublimation. Sauf que là aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour cela que c'est un mythe qui est très intéressant, parce que ce n'est pas un mythe clair, le mythe du vampire. C'est qu'à la fois, il va y avoir des aspects positifs, des aspects négatifs, et les choses vont rentrer en contraction, en contradiction les unes les autres. Le vampire, c'est aussi celui qui est victime d'une malédiction. C'est celui qui est un corps mort qui revient et qui ne peut pas faire autrement pour se perpétuer. On dit bien immortalité, oui, d'accord, mais il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il soit du côté de quelque chose d'hyper matériel. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici, dans le PowerPoint, un film qui est de 1983, hein, qui est The Hunger. L'adaptation d'un très grand roman de Whitley Strieber. Et j'aime bien le titre original parce que Les Prédateurs en français, mais qui vous montre bien, si vous voulez, l'impératif que doit entrer dans sa vie le vampire, hein, c'est la faim, c'est se nourrir. Il n'y a rien de moins glamour que ça. Or, la figure du vampire, elle est du côté du glamour, du grandiose, etc. Et ce film-là, The Hunger, nous montre très bien cela, parce que vous avez à la fois, de la part de Tony Scott, c'était le premier long métrage de Tony Scott, aujourd'hui décédé, hein, Tony Scott, qui a pris deux figures glamour, on va dire, à la fois du cinéma et de la scène pop, de la scène musicale, d'un côté David Bowie, de l'autre Catherine Deneuve, et avec une actrice aussi en devenir qui est Suzanne Sarandon. Et il va les mettre dans une histoire où, d'un côté, Catherine Deneuve va incarner Miriam Blaylock, la femme qui est l'éternelle, celle qui est belle, etc., qui a engendré un vampire qui, lui, se dégrade. Et qui, au fur et à mesure, se dégrade malgré le sang
dont il s'abreuve. Et elle va essayer de se rapprocher d'une femme qui fait des recherches sur le sang synthétique, etc., etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce film-là met en avant une chose dans les années 80, mais qui est qui est sous-jacente, cette chose-là, depuis le début qu'existe l'image du vampire, c'est que le vampire n'est pas du côté de la vie, n'est pas du côté de la mort. Les Anglais appellent ça un undead. Le vampire, il est du côté de la survie. Et survie, je l'emploierai au double sens du terme, c'est-à-dire en jouant le mot survivre, c'est-à-dire qu'on essaye plus de survivre que de vivre. Donc, c'est une vie de raccro, on va dire. Mais la survie, c'est-à-dire que c'est une vie aussi supérieure. C'est quelque chose de plus grand. Alors, je vais vous faire écouter cette archive. Alors, l'archive sonore, c'est la bande-annonce française. J'aime bien avec la voix de l'époque. Et de l'autre côté, je vais vous faire entendre, je vais passer les images du film. Voilà. Et je lance l'archive sonore. Ça m'a permis de vous faire entendre Stéphane Dumineldo, qui parle aussi très bien des vampires. Ce petit montage, je voulais travailler sur ce petit montage pour, d'un côté, vous montrer le moment où romantique noir, où Catherine Deneuve est en train de perdre son amant qu'elle pensait éternelle en image, et la voix évidemment des bandes annonces de l'époque qui insiste à la fois sur les clichés du vampire, attention, ils sont dangereux, etc. Et qui insiste aussi, vous avez entendu la voix qui disait la sensualité, le glamour. Donc je voulais montrer ça pour vous faire ce petit montage pour montrer, et ça sera un peu le fer de lance de mon intervention, l'image du vampire, la figure du vampire. C'est une image qui est faite d'une intensité reposant sur le rapprochement des contraires, des tensions contraires. Vous allez me dire, c'est le propre de tout mythe. Quasiment peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vais développer tout le long de mon intervention. Et vous verrez, j'utiliserai des oxymores, des alliances de termes contraires, parce que pour moi, avec le vampire, on est là. Alors pas simplement dans l'idée de l'attraction-répulsion, dans l'idée du romantisme, l'amour effréné et son contraire, mais il y a vraiment cette image d'une créature, d'une figure, d'un mythe qui nous plonge dans une forme de vérité, de la complexité aussi de la vie et de l'imaginaire. Pour continuer, un extrait d'un roman de vampire que j'aime beaucoup, de Barbara Ann Bligh, qui voyage avec les morts, où une vampire dit ceci. J'imagine qu'on devient vampire parce qu'on veut vivre, on veut que la vie continue et pas seulement au ralenti, mais être mort, c'est devenir statique. Et c'est ce que nous devenons tous. Nous nous murons dans nos maisons, nos cryptes et nos passages secrets, parce que dormant le jour, nous sommes comme drogués. Nous nous entourons de pièges, de serrures et d'objets que nous pouvons maîtriser et éliminons ce qui nous échappe. Nous mourrons à nous-mêmes. Comme si le vampire mourait une seconde fois. Il y a souvent cela dans la thématique des films de vampires, on va y revenir et on va égrener beaucoup d'extraits, cette idée que le vampire, bien sûr que c'est un état extraordinaire, c'est un état qui peut être enviable, mais c'est un état aussi qui nous ramène encore une fois à la problématique de la liberté, de la mort, et finalement de vivre pour la mort, ou par la mort. Alors l'autre repère éblouissant parce que le film est éblouissant, pour moi, c'est évidemment le Dracula de Bram Stoker. Et le Dracula de Bram Stoker tel que le revisite l'immense film de Francis Ford Coppola de 1992, Bram Stoker's Dracula. C'est intéressant que Francis Ford Coppola ait voulu titrer comme cela. Le titre de travail, c'était Untold Story. Là, il l'a titré comme cela parce qu'il voulait vraiment revenir. Je vous ai mis là un photogramme du film lui-même qui montre très bien que Coppola, par des clins d'œil successifs, voulait inscrire la figure de Bram Stoker dans son film. Pourquoi ? Parce que Bram Stoker, vous savez que quand il a créé Dracula, Bram Stoker était un fou de travail, mais il travaillait énormément pour des magazines et il travaillait énormément pour le Lyceum Theatre
hein, le théâtre Lyceum, où il travaillait pour Sir Henry Irving, qui était un metteur en scène, acteur, etc. Et c'est lors de ces années de travail-là qu'à un moment donné, Bram Stoker a imaginé le Dracula. Ça a pris plusieurs années, hein, ça a bien commencé bien avant 1897, date de parution du roman. Certains disent que par exemple, c'est en voyant certaines performances de Sir Henry Irving dans le Faust, sur scène, que Bram Stoker a pensé, a songé à certaines scènes de son film, et notamment la scène emblématique où Van Helsing improvise une croix pour repousser le vampire. Par exemple, c'est Bram Stoker. Que les symboles de la religion soient là, soient liés au vampire, c'est pas Bram Stoker qui l'a inventé, mais ce qu'a inventé Bram Stoker de manière très très forte, c'est cette façon agressive pour les gens de combattre le vampire avec la croix. Et certains disent que c'est en ayant vu une scène identique où, face au diable, Méphistophélès, vous avez le héros éponyme de Faust qui brandit une croix face à cette personne-là. Alors, Bram Stoker, Dracula, le film, c'est un film, j'espère que vous l'avez tous vu, mais je vous remontrerai des extraits, au moins deux. Mais c'est un film qui, pour moi, est un film indispensable quand on parle du vampire. Et de là, on va en faire un rayonnement en amont et on va en faire un rayonnement en aval. Et la première des choses, vous savez que le film, le scénariste Hart l'avait en tête depuis les années 70. Il s'est enfin rapproché de Francis Ford Coppola, qui a pris très au sérieux cela et qui a demandé à faire un storyboard, à dessiner un storyboard de milliers de dessins concernant tout le film. Il a convoqué les acteurs chez lui dans son domaine de Napa, et il leur a fait lire à haute voix le Bram Stoker, le Dracula de Bram Stoker, etc. Et je trouve que quand on a lu et relu le roman de Bram Stoker, bien sûr qu'il y a le prologue et l'épilogue qui ne sont pas dans le roman, mais c'est le film qui est le plus fidèle. Alors pas simplement à la lettre, si vous pouvez regarder ponctuellement, il y a des scènes qui n'y sont pas, tout ça, mais qui est le plus fidèle dans l'esprit. Et notamment, je vous ai mis là une phrase du journal de Jonathan Harker dans le roman, hein, le début du roman. J'ai lu quelque part que toutes les superstitions dans le train, Jonathan Harker est en partance pour les Carpates, et il s'arrête à un hôtel et il écrit dans son journal le 3 mai. Vous savez que c'est un roman extraordinaire de montage, Dracula, le roman, qui est déjà presque un roman cinématographique, ne serait-ce que par sa construction. Parce que c'est fait de lettres, de journaux, etc., avec une multiplicité de voix. Et là, il dit ceci: j'ai lu quelque part que toutes les superstitions du monde sont rassemblées dans le fer à cheval des Carpates, comme si elles formaient les limites d'un tourbillon où se concentrent les imaginations populaires. Et je trouve que le film de Francis Ford Coppola est précisément une transposition de cette expression, un imaginative whirlpool, c'est-à-dire une concentration de tourbillons, hein, un tourbillon imaginaire. Et je vais essayer de vous le montrer concernant le film de Coppola, mais aussi, à mon sens, concernant la figure du vampire elle-même. Si la figure du vampire est inépuisable, c'est que précisément, elle engage dans un tourbillon imaginaire incessant. Alors, on continue. Première chose, tourbillon imaginaire, le film de Francis Ford Coppola. Vous savez que certains critiques lui ont reproché en disant que c'était un film postmoderne. Moi, j'aime pas trop cette formule-là, mais parce que c'est un film qui ne cessait de recycler plein de choses connues, etc. Il est vrai que le Dracula de Francis Ford Coppola s'inscrit dans un réseau de références culturelles, artistiques très intenses. Pour les costumes, par exemple, il a donné aux personnes impliquées dans le tournage des livres d'art, notamment avec des reproductions des tableaux de Moreau, Klimt, etc. Par exemple, le premier costume de Vlad Tepes, hein, Vlad Tepes, puisqu'on revient à la figure historique du XVe siècle, qui serait celui de Vlad l'Empaleur, qui, dans les Carpates, aurait repoussé l'occupant ottoman. Il s'est inspiré d'un livre d'anatomie humaine d'Henry Gray. Vous voyez là, au niveau d'un côté, vous avez l'habit lui-même, et de l'autre, vous avez les tendons, etc.
Il s'est aussi inspiré de toiles, comme dans la forteresse de Vlad Tepes, vous avez un portrait de Vlad Tepes lui-même, qui est une manière de reprendre l'autoportrait d'Alfred Dürer. Vous avez évidemment des citations de Nosferatu, 1922, hein, à gauche Nosferatu, à droite vous avez le Dracula de Coppola, ne serait-ce que par l'espèce de python sur lequel se trouve la demeure de Dracula, et tout le jeu d'ombre, un jeu d'ombre magnifique dans le film de Coppola. Donc il y a déjà une sorte de tourbillon qui est lié aux références, que plus ou moins, enfin que les spectateurs peuvent plus ou moins reconnaître. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans le Dracula tel que l'imagine Coppola. Coppola sait très bien qu'il vient après des grandes figures de Dracula. Je vous referai un peu la chaîne, si vous voulez, historique. Mais encore une fois, mon Dracula, comment dire, repère éblouissant, hein, c'est 1992. Et moi, je vais essayer de revenir en arrière, en avant. Et donc, il sait très bien, Coppola, qu'il vient après des incarnations de Dracula qui sont devenues des incarnations plus que célèbres. Bela Lugosi, hein, que vous avez ici, à votre gauche, dans le Dracula du début des années 30. Et évidemment, Christopher Lee, en haut à droite, dans le Dracula de la fin des années 50. Et le Dracula des années 80 de John Badham. Bon. Frank Langella, en bas. C'est d'emblée... Ces Dracula-là jouent de l'iconicité, de l'iconisation. C'est-à-dire que très souvent, dans ces films-là, même le John Badham, c'est assez intéressant, même si le John Badham est un peu plus complexe, si vous avez vu ces films-là, les Dracula font la pause, très souvent. Ils sont dans une forme de statique. Intéressant, vous vous rappelez la citation de tout à l'heure, hein, de Barbara Ann Bly qui disait hein, « Notre existence est statique ». Et ce qui fait qu'on a dit de Bela Lugosi que c'était le Dracula de la distance, parce que c'était le Dracula qui imposait un magnétisme animal ou parapsychologique, etc., avec ses yeux et son accent, donc le Dracula à distance. Le Dracula incarné par Christopher Lee, c'était un Dracula plus sexy, plus animal et en même temps et plus sexy, plus classe, plus british, avec quelque chose aussi de posé. Alors lui qui pourrait être plutôt le Dracula de la proximité, hein, je vous montrerai des images. Donc la distance, l'icône à distance, c'est plutôt le Dracula Lugosi. La proximité, le contact, plutôt celui de la Hammer. Et Frank Langella qui a su se glisser et conjoindre un peu les deux. Alors vous me direz, Gary Oldman, l'acteur choisi par Coppola, quel Dracula va-t-il être ? Alors là, ce qui est fascinant, et ça revient à cette formule que je vous ai mise en exergue, qui est le tourbillon imaginaire. Si vous avez vu le Dracula de Coppola, vous pourriez peut-être être incapable dans un premier temps de me dire à quoi ressemble Dracula. Parce que à quoi il ressemble, c'est-à-dire qu'il a plusieurs visages. C'est une figure qui est une figure multiple. Il faut se rappeler, il y en a une que j'ai pas mise dans mon PowerPoint, mais je vous la dis maintenant. Dans plusieurs de ses déclarations, Coppola a dit que non seulement il avait donné des images de Klimt et d'autres artistes à voir, mais il a aussi, à son équipe technique, passé plusieurs fois La Belle et la Bête. Hein, de Cocteau. Il y a aussi la bête de Cocteau. Donc là, vous avez par exemple 4 manières d'être du Dracula. Donc, en Vlad Tepes, le Dracula que va visiter en haut à droite, vieillissant, Jonathan Harker, et ensuite le Dracula qui arrive à Londres, qui est devenu cet animal, et derrière, avec ce faciès animal qui ressemble à un loup-garou. Alors ça c'est fascinant parce qu'on s'aperçoit que le Dracula de Coppola prend plutôt des mythèmes du loup-garou. C'est-à-dire qu'on a très souvent l'impression quand on voit le film qu'on a plus affaire à un loup-garou qu'à un vampire.
Et là, par exemple, vous avez encore deux occurrences du Dracula de Coppola. En haut, le Dracula dandy de la fin du 19e siècle, etc. Je vous montrerai l'extrait, évidemment. Et le Dracula qui est surpris par les chasseurs en bas dans ses représentations les moins avouables. Alors, donc plasticité de cette figure-là, chez Francis Ford Coppola, comme s'il y avait pour lui une manière de compiler, et pour moi c'est même pas péjoratif, hein, de stratifier les différentes couches de représentation que pouvait incarner, prendre à son compte, prendre sur lui la figure du vampire. Et en 92, on sent que Francis Ford Coppola est là-dedans. Qui est dans une forme d'approche d'une icône et en la rendant complexe et en montrant les premiers plans et les arrière-plans. Il ne faut pas oublier que le Coppola d'alors est celui qui nous a quand même donné déjà des grandes figures du cinéma. Hein, le Parrain. Ouais, donc, vous voyez, et évidemment, Apocalypse Now. Voilà. Donc, il y a comme ça, c'est quand même ce Coppola-là qui s'attaque, c'est un monstre du cinéma qui s'attaque à un monstre imaginaire. Et il le fait de manière à, comment dire, y mettre tout le cinéma dedans. Et c'est un film qui pour moi est magnifique à ce titre-là, c'est un film d'une grande générosité, d'une grande audace formelle. On le lui a reproché, hein, quand même, ce côté un peu compendium, etc. Et en plus, il va assumer totalement une troisième chose qui, dans les années 90, est un petit peu à contre-courant à ce moment-là, quand on s'empare de ces figures-là, qui est le tournage en studio. Hein, assumer l'artifice, le baroque, etc., etc. Donc, il y a ce côté lier la figure du vampire à toutes les possibilités du cinéma, au fait que le cinéma est capable de tout. Et si je dis ça, j'aimerais faire un lien avec un film récent de Francis Ford Coppola qui est magnifique, qui est une merveille absolue, qui est Twixt, qui est peut-être passé un petit peu inaperçu pour beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui est un immense film sur l'imaginaire, vampirique en l'occurrence, mais là aussi qui ose tout. À la fois le cinéma expérimental, de la 3D dedans, le mélange des figures, le fantôme, le vampire, les héroïnes d'Edgar Poe. Vous avez Edgar Poe qui intervient dans le film, mais nous sommes dans le monde contemporain, et en même temps avec un écrivain qui arrive dans un bled paumé des États-Unis, etc. Si j'ai le temps, je vous montrerai un extrait. Alors, le cinéma des vampires, c'est presque un pléonasme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager le vampire sans le cinéma et le cinéma sans les vampires, à tel point que tous les films de vampires, quasiment, vont faire de la place à des moments où on va au spectacle, où on va au cinéma, où on lit des livres, où on va, comment dire, dans la lumière de l'art, entre autres cinématographique. Mais je vais commencer par exemple, 1931, donc l'extrait, la visite de Dracula à un opéra. Alors je m'en excuse par avance, là cet extrait je l'ai découpé dans une version française. Mais en même temps c'est intéressant de voir comment, c'est la version française de l'époque, comment on pouvait faire retranscrire l'accent d'Europe centrale de Bela Lugosi. Hein, vous savez que, petite histoire, 1931, donc c'est le premier film de Todd Browning, c'est le premier Dracula parlant. D'accord, donc 1931, le premier Dracula, enfin le premier film de vampire parlant, le premier Dracula parlant. Et ce qui va lancer la carrière cinématographique sans vraiment la lancer en même temps, c'est Bela Lugosi, qui avait été recruté, il n'était pas celui qui était prévu au départ, mais qui avait été recruté parce qu'il s'était distingué dans le spectacle Dracula, qui avait connu une célébrité à Broadway, 33 semaines d'affilée. Le spectacle de Broadway, théâtral, sur les planches, Dracula, dans lequel Bela Lugosi tenait le rôle principal. Et il va imposer, Bela Lugosi, une
une image du Dracula. Donc je vous montre la visite à l'opéra. Intéressant de voir cela, bien sûr, on est en 31, on a un sentiment d'un cinéma extrêmement théâtralisé, postural. Et en même temps, j'aimerais commencer par une petite remarque toute bête. Voilà, ça. Ce travelling avant sur la voiture, regardez la trajectoire, c'est toujours intéressant. Tac. On a l'impression donc que la voiture est là pour déposer quelqu'un, elle s'en va, donc elle part par le bord droit du cadre, et ensuite arrive du même bord Dracula. Donc ça c'est intéressant, d'un point de vue de la mise en scène c'est tout bête, parce que de l'autre côté vous avez le Dracula qui est dans la loge, vous avez vu tout le travail de surcadrage, c'est-à-dire les rideaux, etc. On a l'impression que la loge est le lieu pour Todd Browning de filmer d'où vient Dracula, c'est-à-dire qu'il vient du spectacle de Broadway, etc. Mais ici, là, on est dans un moment proprement cinématographique. Ce mouvement tout bête de caméra. Pourquoi ? Parce que, et ça fait partie des tensions que je veux évoquer avec vous, c'est que le Dracula, le roman Dracula, comme beaucoup de films qui mettent en scène Dracula, et on verra pour d'autres vampires, sont des romans qui parlent d'un monde en mutation. Sont des romans ou des œuvres qui parlent d'un moment où on est en train de basculer dans autre chose, l'idée de la nouveauté, etc. Et donc là, on pourrait dire que Dracula va se rendre au spectacle, mais il n'arrive pas par cette voiture. On croyait peut-être au départ qu'il vient de cette voiture, mais lui, il arrive par le bord à pied, et la voiture part de l'autre côté. Et donc vous avez cette double dynamique, c'est que d'un côté, vous avez le monde qui est déjà du côté des voitures, etc., et Dracula qui, lui, arrive à pied. Il pourrait arriver en volant au passage, mais sans se faire voir. Mais il arrive à pied dans cette sorte, avec sa cape, etc. Et donc, il arrive à pied avec un temps à lui. Et on le sent dans la mise en scène, c'est que, bien sûr que c'est lié à la pose théâtrale, et vous avez vu Je suis le comte Dracula, et même dans l'original c'est ça, hein, cette manière de rouler et de faire traîner comme ça la diction, même en français, mais c'est aussi le vampire est là pour amener son temps, dans un temps qui est le temps contemporain du moment du film, mais il amène son temps, son tempo. Et ça, j'y reviendrai, c'est la figure du vampire, beaucoup plus que d'autres figures, même si par exemple le loup-garou est lié au temps, mais au temps cyclique, c'est une figure liée au temps, mais à tous les temps, que ce soit le temps compté, hein, le temps compté c'est vite il faut que je rentre parce qu'il va faire jour. Ou le temps indéfini, parce que je suis immortel, etc. Et aussi, dans les mises en scène, le tempo. Alors ça, première chose, premier extrait, Dracula à l'opéra. Autre extrait, on va continuer, toujours dans cette problématique du rapport des Dracula avec le cinéma, l'opéra, etc. Je vais vous montrer deux extraits. D'abord, celui d'en dessous qui est Entretien avec un vampire de Neil Jordan, le moment où un vampire va au cinéma et voit le jour se lever. C'est une idée magnifique, hein, imaginée par Anne Rice, mais imaginée aussi cinématographiquement par Neil Jordan. C'est un moment magnifique parce que c'est un moment d'écriture cinématographique, c'est presque un modèle d'écriture cinématographique et pour des élèves en cinéma. C'est le moment d'une magnifique ellipse. On va quitter le temps passé, entre guillemets, et arriver au temps plus contemporain. Et on quitte véritablement le 19e ou le début 20e, tout ça, pour aboutir, le 19e, pour aboutir d'abord au début du cinéma et ensuite passer à un monde plus contemporain. Ce qui est beau, je sais pas, alors au niveau des images qui sont projetées, ce qui est intéressant, c'est de la part de Neil Jordan de ne pas simplement montrer des extraits
de films de vampires. Vous avez Don Juan, hein, l'Aurore de Murnau, le premier, Don Juan, l'espèce de cavalier qui part. Vous avez reconnu Autant n'emporte le vent, et vous avez reconnu Superman, le premier, hein, Superman de 78. Et ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser précisément le moment où le vampire va au cinéma pour être dans un accélérateur de temps. Accélérateur de temps pour la narration du film, hein, elle-même, puisque c'est une immense ellipse qui se termine avec le film de Robert Towne, Tequila Sunrise, 1988, celui qui est là, à l'affiche. Et accélération donc de temps, ellipse, etc. Mais aussi pour montrer, de la part de Nate Jordan, pour montrer cette accélération qu'a été le cinéma dans les représentations. C'est ça aussi c'est presque une mise en abîme où le vampire lui-même va au cinéma, donc il y a cette belle idée aussi que le vampire étant une créature imaginaire va dans un lieu où il va voir sur les écrans des choses imaginaires. Bon, ça c'est très beau, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir qu'à ce moment-là, Nate Jordan est en train de réfléchir sur l'idée de ce tourbillon, encore une fois, ce mot que je reprends, ce tourbillon imaginaire qui est le nôtre depuis que le cinéma existe et qui nous embarque comme ça dans un maelstrom d'images, des images qui vont lentement, des images qui vont vite, mais l'ensemble nous disant comme une sorte d'accélération imaginaire. Hein, depuis que le cinéma est apparu, je pense qu'il y a cette idée-là, que les images s'accumulent, accélèrent les choses et autres. Alors, je ne peux pas ne pas vous montrer la chose importante quand on parle de vampires et cinéma, qui est quand même la scène qui est restée très célèbre, qui est magnifique en plus, du Dracula de Francis Ford Coppola, hein, où vous avez le comte qui va demander d'aller au cinéma à Mina, qui dans un premier temps lui dit allez plutôt dans les musées. Il y a de très bons musées à Londres, allez plutôt dans les musées. Et lui veut aller au cinéma, cette invention nouvelle. On pourrait rester des heures sur cette séquence qui est juste magnifique. Alors, qu'a fait Coppola à ce moment-là? Il inscrit véritablement sa figure du vampire dans l'histoire du cinéma. Le roman de Bram Stoker, c'est 1897, la publication. Bram Stoker n'évoque pas dans son roman le cinéma. Il va évoquer plusieurs inventions de l'époque, mais pas le cinéma. La première séance publique payante, c'est décembre 1895, vous savez, avec les Frères Lumière. Et là, on voit très bien que, à sa manière, Coppola reprend cet épisode de l'histoire du cinéma, puisque quand on entend les cris dans cet espace de fête foraine ou autre, on peut penser à cette fameuse séance où les gens, pas la première de projection, mais quand les gens ont vu l'arrivée du train en gare de La Ciotat, il est raconté que des gens étaient épouvantés parce qu'ils pensaient que le train arrivait sur eux. Vous avez vu que dans le plan, l'arrière-plan, vous avez ce train qui arrive. Pensez au train, je vous montrerai tout à l'heure plusieurs photogrammes. Ce qui m'a frappé en préparant cette conférence et en voyant beaucoup d'extraits, voire revoir des films, c'est l'omniprésence du train liée à l'histoire du vampire. Alors j'ai ma petite théorie là-dessus, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est frappant, c'est vrai que c'est frappant, et pas de manière anodine, c'est-à-dire que le train est là de manière importante, donc ici. Deuxième chose, il inscrit son vampire qui arrive à Londres dans la modernité du moment, et en même temps pour nous, ce qui est frappant quand on voit ce film-là, nous, 92 ou aujourd'hui, c'est que à la fois dans le film, on est dans l'hypermodernité puisque c'est la dernière attraction à la mode, et en même temps, pour nous, on est du côté du proto-film, c'est-à-dire qu'on est véritablement à l'origine du cinéma. Vous savez que le cinéma, d'abord, a été diffusé dans les fêtes foraines.
Hein, l'origine du cinéma, c'était les fêtes foraines. C'est là où on faisait. Vous avez le monsieur Loyal qui a pâté, qui disait la dernière invention, si vous voulez voir des choses, etc. Et très souvent, d'ailleurs, c'était des spectacles pour adultes avec des films licencieux. On le voit, hein, des petits sketchs filmiques de moins de quelques secondes, 40 secondes, de moins d'une minute, des petites bandes comme ça, licencieuses. Et d'où. En arrière-plan, ce petit sketch, vous avez le type qui fantasme d'avoir une fille nue sur les genoux et tout d'un coup, dans un effet à la Méliès, c'est pas la fille nue qu'il a, c'est sa femme. Et il la repousse. Hein, c'est le début de la séquence. Et au premier plan, aussi le moment où vous avez Dracula qui va engendrer, comme on dit engendrer, c'est-à-dire mordre pour la transformer en vampire, Mina, et puis qui s'interrompt. Là, et intervention du loup. Alors, évidemment, ce qui est très beau de la part de Coppola, c'est d'être littéralement dans un moment de laboratoire cinématographique où il laisse de côté, évidemment, toute vraisemblance. Ne serait-ce que ce moment, ce travelling glissé où on voit le vampire s'emparer, glisser au milieu de tout le monde sans que personne visiblement ne soit étonné de ça. Alors on va me dire, oui mais ça c'est le pouvoir du vampire qui est de masquer la réalité. Et évidemment l'apparition d'un loup à ce moment-là, ce loup il a dû traverser Londres sans problème et le loup est là au milieu. Et il y a une puissance de croyance dans cette séquence de la part de Coppola qui est l'idée que le cinéma a un pouvoir d'illusion illimité. Mais que le cinéma a un pouvoir d'illusion illimité et en même temps, ce cinéma-là ne pourra pas remplacer quelque chose après quoi il court, c'est le contact, le toucher. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'intervention du loup. Et le fait qu'il lui demande que Mina s'arrête, le caresse, et que vous avez ce moment sensuel, c'est érotique, le loup étant évidemment une manière de dire l'animal que représente Dracula, mais aussi d'introduire cet aspect tactile que ne pourront jamais rendre les écrans. Et vous avez vu que quand il y a la fuite, tout ça, il y a une multiplicité d'écrans, les ombres chinoises, les images projetées comme dans les praxinoscopes, les choses comme ça, le cinéma lui-même. Mais ce qui fait le moment fondateur, à mon sens, de sensibilité, d'intensité de cette séquence-là, c'est le fait de caresser le loup. Et ça dit aussi à la fois la puissance du cinéma qui peut tout construire et sa limite. Et de la même façon qu'ici, Dracula est tout puissant. Il peut glisser, envoûter une femme, tout ça. Mais il a une limite. Hein. Sa limite, c'est évidemment son amour pour elle qui l'empêche de l'engendrer. Donc vous avez ce double rapport de puissance-impuissance qui est donné dans cet extrait-là. Et j'aimerais terminer encore une fois par le cinéma de vampire qui s'invite, le cinéma qui s'invite dans un film. Mais alors là, c'est encore mieux, c'est le cinéma de vampire qui s'invite dans un film de vampire. Je vais vous montrer un extrait qui est très intéressant d'un film qui n'a pas eu les honneurs, je crois, du grand écran. Byzantium. Est-ce que c'est sorti en salle, Byzantium? Ah, voilà, c'est direct to vidéo. Moi, je vous conseille fortement, il est en DVD maintenant, de le voir. C'est Nate Jordan, celui qui a fait Entretien avec un vampire, celui qui a fait La Compagnie des loups, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, que je trouve très fin, etc. Et c'est un film très, très intéressant, Byzantium, où vous avez deux figures féminines. En fait, on va, je ne vais pas vous dire la fin, tout ça, comme ça vous pourrez le voir, mais deux figures féminines, dont l'une est la mère, l'autre la fille, qui semble échapper à des forces. Je fais exprès d'être un peu vague si vous voulez le voir. Et donc, j'aimerais juste vous montrer ce moment-là où Nate Jordan, de la même façon que Coppola, sait très bien qu'en matière de vampires, c'est intéressant de voir ces cinéastes, entre guillemets, de la vieille école. Alors c'est bizarre de dire de Coppola vieille école, lui qui a été cinéaste du Nouvel Hollywood, etc., mais qui aujourd'hui est considéré comme un cinéaste de la vieille école, Nate Jordan aussi, de voir leur façon de s'inscrire dans une histoire du cinéma. Alors, on est dans un moment où on regarde la télé, et à la télé, on regarde un film de vampire.
on va pas aller plus loin. Ce qui est vraiment, c'est un film à voir. En plus, moi, j'adore l'actrice qui est là au premier plan, qui s'appelle Saoirse Ronan, que je vous conseille dans un film qui est extraordinaire, qui s'appelle Anna. Je ne sais pas si certains l'ont vu. C'est un film juste magnifique. C'est le réalisateur d'Anna Karenine qui l'a fait. Voilà. Bon. Ce qui est intéressant dans ce film, Byzantium, c'est un film qui ressemble à beaucoup d'autres films où le vampire, les figures de vampires sont des figures de vampires en fuite, des figures de vampires qui n'arrivent pas à se poser parce qu'elles sont poursuivies ou par les civils, entre guillemets, ou par d'autres forces. Donc là, à un moment donné, elles échouent dans une station balnéaire et dans une sorte de pension d'hôtel qu'un type un peu coincé a hérité de sa mère qui est morte et qui est le Byzantium. D'où le titre du film. Et on a comme ça deux figures échouées, l'une qui fait du commerce de sexe pour vivre, du coup c'est pour ça qu'elle dit aux jeunes t'es pas un peu jeune, et l'autre qui essaye de mener une vie d'étudiante, etc. Et au passage, là, il n'y a pas de problème d'évoluer en pleine lumière ou pas, hein, dans ce film-là, pour les vampires, je veux dire. Ce qui est très intéressant, c'est que l'extrait qu'on vous montre, c'est Dracula, Prince des Ténèbres, hein, de la Hammer, qui est on va dire, la deuxième grande étape des films de vampires au cinéma. La première, c'est la Universal, les années 30. Tout à l'heure, on a vu Todd Browning. La deuxième, on va dire, la principale américaine, c'est les années 50-60, la Hammer. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous avez pu voir le sang Hammer, hein, on en reparlera. Mais ce qui est très intéressant, surtout dans les films de la Hammer, c'est que les femmes sont des victimes. Soit elles sont des victimes, on l'a vu là, parce qu'elles sont engendrées en tant que vampires, ou alors elles sont celles que l'on doit protéger. Mais elles n'ont jamais... elles ne sont pas du côté du pouvoir, de la puissance ou autre. Là, Neil Jordan fait l'inverse dans Byzantium. C'est l'idée que même une femme vampire peut utiliser par exemple le sexe, la prostitution pour s'en tirer. Et il y a de manière sous-jacente aussi une réflexion par rapport à un modèle imaginaire où les femmes seraient toujours celles qui seraient les victimes ou en tout cas n'auraient pas la puissance. Là, au contraire, ce sont les femmes qui prennent les choses en main, les rênes en main. Et ça, c'est intéressant de voir ce contraste-là. Et c'est pour ça qu'elle dit à cet homme-là, mais si tu as quelque chose à lui dire, dis-lui. Parce qu'elles-mêmes, en tant que vampires, n'approuvent pas ce mode de vie, mais elles ne peuvent faire autrement. Donc, Dracula est le cinéma et les arts, mais évidemment, Dracula est le livre dans la plupart des films de Dracula ou de vampires. Vous savez que dans le roman de Bram Stoker, Jonathan Harker, ça commence comme ça, est un solicitor. Hein, c'est la fonction qu'il a. C'est une sorte de notaire et d'avoué qui doit se rendre en Transylvanie parce qu'un certain comte Dracula veut acquérir des terres du côté de Londres. D'accord? Ça, c'est dans le roman. Ce qui est intéressant, c'est que c'est repris dans plusieurs films, mais ce qui devient intéressant, c'est que dans plusieurs films aussi, Dracula devient bibliothécaire. Jonathan Harker n'est plus du tout un avoué ou autre, c'est un bibliothécaire. Donc dans le film Le Cauchemar de Dracula, je vous montrerai un extrait tout à l'heure, le film qui a lancé véritablement le film de vampire Hammer, là Terence Fisher, Jonathan Harker se présente comme le nouveau bibliothécaire. Et le récent Dracula, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, le Dracula de Dario Argento, alors Dieu sait si j'adore Dario Argento, mais on va dire que les derniers films sont un peu plus difficiles à voir, et donc le Dracula, il y a des choses intéressantes dans le Dracula de Dario Argento, mais alors il y a des choses, notamment la menthe religieuse, là j'ai pas compris quoi. Donc, je sais pas si quelques-uns l'ont vu ou autre, mais en tout cas, celui qui est censé être l'équivalent du Jonathan Harker est bibliothécaire lui aussi. Et continuons dans les livres. On ne peut pas ne pas parler des livres sans parler d'un film de vampire complètement à part. Vous avez vu que tout à l'heure, je n'ai mis qu'une photo, mais je vous montrerai un extrait évidemment, d'un film de vampire à part, qui est considéré dans l'histoire du cinéma de vampire comme le premier, on va dire, qui a adapté Dracula, qui est le Nosferatu. Hein, voilà, 1920, 22. Non, 1920, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et
Je vous montrerai un extrait tout à l'heure. Vous savez que ce film-là, c'est un film qu'on a failli Nosferatu 22, 22 qu'on a failli ne plus avoir puisque Murnau a complètement repris à sa sauce le Dracula de Bram Stoker en renommant les gens. Hein, ça devient Thomas Hutter, Hélène, le comte Orlok au lieu du comte Dracula, mais que la veuve de Bram Stoker, Florence Stoker, a exigé, une fois que le film a été fini, que les copies de ce film-là soient détruites. Plusieurs copies ont été détruites, parce que on peut comprendre Florence Stoker, c'est que quand son mari est mort, elle n'avait plus que pour vivre ce bien-là qui était le Dracula, et elle ne donnait, elle n'accordait les droits que de manière parcimonieuse, et il s'avère que Murnau n'avait absolument pas demandé les droits. Donc ça a été sauvé parce que des copies ont été gardées, que ce soit en Allemagne ou autre, et à la mort de la veuve, je crois que c'était en 1937, oui c'est ça, à partir du moment où la veuve est morte en 1937, Florence Stoker, le Dracula est tombé dans le domaine public et à ce moment-là a pu le film est ressorti malgré les interdictions de Florence Stoker, etc. Mais revenons, donc premier film un peu à part, 1922, hein, qui signe la première adaptation un peu clandestine du Dracula, et il y a cet autre film à part qui est celui de 1932 de Dreyer, qui est un film magnifique, un film qui est un film rêve, un film poème, un film fantomatique sur les vampires. C'est à tel point que même le héros éponyme, Alan Gray, on se demande même si ce personnage dont on suit les pérégrinations dans ce village qui va arriver au village de Courtampierre avec son filet de papillons, enfin son filet pour chasser les papillons, qui est en même temps obnubilé par les livres ésotériques, et qui voit qu'un homme lui donne un livre sur les vampires et que cet homme lui dit « il faut que vous sauviez mes 2 filles », on se demande en fait du début à la fin si nous ne sommes pas dans le rêve de cet homme-là. C'est vraiment un film étrange, et c'est l'adaptation à la fois d'un texte qui est dans un recueil de Sheridan Le Fanu, celui qui a fait Carmilla. Carmilla, c'est 1871, vous savez, c'est une histoire de vampire lesbien. Une vampire lesbienne, lequel film a aussi, Coppola le dit, hein, a aussi inspiré par son côté un peu ces moments du film de Coppola où vous avez ces superpositions d'images, presque ces moments expérimentaux où vous avez par exemple ces grands yeux qui sont sur des images comme ça. Ça vient de ce film-là. Hein, Coppola dit « je me suis autorisé à ça parce que j'ai vu Vampire de Dreyer ». Je vais vous montrer un extrait où le livre est présent, et pour bien avoir en tête cette dimension-là un peu suspendue, je vous lis d'abord cette phrase à propos d'Alan Gray, qui est la phrase qui est un des cartons du début du film. Sa recherche sur les chimères du temps passé fit de lui un être rêveur et un peu fou qui ne percevait plus la frontière entre réalité et surnaturel. Donc, nous, spectateurs, nous allons éprouver ce film comme si nous étions dans cet état d'esprit-là d'un homme qui n'arrive plus à distinguer rêve et réalité. Dans cet extrait, je vais aller un peu vite parce que je m'aperçois que j'ai trop d'extraits à vous montrer. Ce qui est intéressant dans cet extrait de cet homme qui est un doux rêveur, on a l'impression que c'est sa lecture qui suscite, qui engendre l'événement à suivre. C'est-à-dire qu'après, vous avez ce très beau panoramique. Il y a une force de la simplicité dans le cinéma de Dreyer. Il suffit d'un panoramique pour engendrer, pour susciter l'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire que le corps est là quand on panote d'un côté, et quand on repanote de l'autre, il n'y est plus. Et vous avez vu que c'est encadré par la lecture même d'Alan Gray, comme si c'était sa lecture qui engendrait le phénomène même, ici, de cette sœur, Léon,
qui sort comme ça et qui va commencer à errer dans le parc tel un fantôme. Là, je voulais simplement vous montrer cet extrait pour vous faire ressentir ce côté un peu flottant comme ça de l'image, du film, et qui renvoie bien à l'essence à la fois du cinéma et du vampire, ou du vampire de cinéma, ou du cinéma vampire. C'est-à-dire que cette idée que le cinéma de vampire, ou peut-être le cinéma de manière totale et dans ses origines, jusque-là en 1932, c'est un cinéma flottant, un cinéma des formes flottantes, un cinéma qui ne permet pas de poser le regard complètement. Ça, c'est intéressant. Cette idée qu'on est passé de l'autre côté du miroir et que les figures ne sont plus tout à fait des figures qui tiennent. Et à ce titre-là, je ne peux pas ne pas vous montrer évidemment un extrait de Murnau, le film de 1922 avec, je vous montre l'extrait, après on en parle. Les éléments les plus célèbres sont dans les photogrammes que j'ai mis là. Évidemment, la fameuse disparition du comte Orlok à la fin, qui, parce qu'il a tardé dans cette chambre et parce que l'amour finalement l'a pris de court d'un point de vue du temps, va s'évaporer telle une fumée quand le soleil se lève. Et de l'autre, en haut, le photogramme est très important aussi parce que ce qui est très intéressant dans le Nosferatu de Murnau, il revient à ce titre-là du côté du texte de Bram Stoker, où Bram Stoker ne décrit pas Tchepes ou Dracula simplement comme un conte sous un bel aspect. Il y a l'idée que le vampire, c'est une forme informe, une forme difforme, ou une difformité animale, hein, avec ces espèces de mains qui sont comme des crocs, une présence fantomatique, un être aussi qui a à voir avec l'automate. Hein, dans le Nosferatu de Murnau, vous avez affaire à un vampire qui conjoint l'animal, le fantôme et l'automate. C'est très intéressant quand on voit le film d'avoir cela à l'esprit, où le vampire alterne aussi vélocité, c'est-à-dire il peut être très rapide, il y a 2 séquences comme ça dans le film de Murnau, et surtout lenteur, cette lenteur que l'on va retrouver chez les zombies par exemple. Chez les morts vivants. Chose que va reprendre fin des années 70 Herzog dans son Nosferatu en faisant jouer le rôle à Klaus Kinski. Klaus Kinski ajoutant une dimension de torture, hein, de fragilité. Avant de faire la pause, juste 2-3 petites choses de culture un peu générale, on va dire. Le vampire, l'origine du mot, comme je le lisais en introduction dans ce livre, et Stéphane faisant parler le vampire, et qui dit l'ironie de tout cela, c'est que je suis né dans le siècle des Lumières. Non seulement le nom m'a été donné par le siècle des Lumières, mais en plus le cinéma art de la lumière m'a immortalisé. Le vampire est une dénomination qui est officiellement apparue en 1732. Hein, dans le Visum, un Repertum. Je dis bien officiellement, c'est un mot qui pouvait courir avant, mais qui a été vraiment écrit, hein, transposé par écrit dans un procès-verbal, suite à une affaire du soldat autrichien Arnold Paule, qui était mort en 1727, hein, et qui serait revenu d'entre la mort une semaine après, je crois, ou quelque chose comme ça. Et de la même façon, qui était un cas lié à une mort précédente 2 ans auparavant, en 1725, où un autre vampire avait connu le même sort. Et c'est intéressant quand vous lisez Un lieu incertain, où vous avez Fred Vargas qui met en scène son inspecteur... bon, c'est pas grave. Oui. Merci. Son inspecteur Adamsberg. Et là, elle fait évoluer son histoire entre Berlin, je ne sais plus quelle ville, et on arrive aussi en Transylvanie, où elle revient comme ça à ces 2 cas-là. Ce qui est intéressant, c'est que le vampire, il faut avoir à l'esprit une chose, c'est que le vampire, il est né dans les croyances populaires, donc il est lié au monde de la campagne, etc., etc., et que la littérature en a fait un aristocrate. Et qu'ensuite, le cinéma s'en est emparé, a fait à son tour un aristocrate, notamment dans la représentation, les costumes, etc. Et ensuite, de plus en plus, le vampire dans le cinéma est redevenu plus commun.
Mais c'est intéressant de savoir que le vampire est venu du commun, des mortels, et ensuite est passé par une sorte d'aristocratisation pour revenir à quelque chose de plus commun. Et je vous ai mis aussi quelques mots, quelques autres termes, hein, le strigoi, qui signifie le non-mort, les undead en anglo-saxon. C'est pour ça que le vampire n'est pas un mort-vivant, c'est un undead. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le Nosferatu, qui renvoie à l'innommable, hein, le Nesuferitu, un mot roumain. Voilà. Et des textes qui sont intéressants, vous en avez deux, 1728-1746, qui est passionnant et que, par exemple, va dénoncer Voltaire en 1764 dans son dictionnaire philosophique à l'entrée vampire. Voilà ce que dit Voltaire. Quoi ? C'est dans notre XVIIIe siècle qu'il y a eu des vampires. C'est sous le règne des d'Alembert, des Diderot, des Saint-Lambert, des Duclos qu'on a cru aux vampires. Et que le révérend père dont Augustin Calmet a imprimé et réimprimé l'histoire des vampires avec l'approbation de la Sorbonne. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est au moment même où la raison triomphe, où les Lumières triomphent, que triomphent aussi précisément des dissertations sur les apparitions, les revenants, les vampires. Par exemple, dont Augustin Calmet. C'est très intéressant parce que vous avez affaire là à une publication qui précisément voulait s'élever contre les croyances populaires sur les vampires, mais qui, en étant tout à fait sérieuse, cette publication-là, et en s'élevant contre ces superstitions, disait aussi certaines choses qui ont entériné encore plus la croyance dans les vampires. Et donc vous avez en permanence la même chose ici, hein, de la mastication des morts hein, dans leurs tombeaux. Là, pareil, publié en 1728, vous avez une réfutation que les morts reviennent par l'auteur. L'auteur dit non, c'est pas possible, mais il laisse supposer que les morts, par contre, influencent depuis leur tombeau les vivants. Donc vous avez en permanence cette façon, dans le siècle des Lumières, de vouloir réfuter et en même temps de laisser la porte ouverte à plusieurs possibilités. Et c'est à la suite du siècle des Lumières et avant Dracula que vous allez avoir une manière, que vous allez avoir la figure du vampire qui va se répandre dans la littérature. Au passage, j'ai oublié de dire que la première, vous savez, la première apparition du mot vampire, le fameux rapport de 1732, il avait été traduit en français dans une revue, la revue, bon, je vais la retrouver vite fait, bon, c'est pas grave, une revue, voilà, Le Glaneur, une revue, Le Glaneur, qui était très lue à Versailles. Laquelle, donc, très lue à Versailles, cet article a été très lu, et du coup aussi dans les milieux des, on va dire, plus huppés, on a comme ça répandu cette histoire qui faisait parler tout le monde autour des vampires. Donc, du point de vue de la littérature, vous avez évidemment le vampire. Hein. Alors là, j'ai retrouvé une image très intéressante parce que vous voyez ici écrit « by Lord Byron ». 1819. Or, le vampire, c'est de Polidori. Polidori, il était le secrétaire de Lord Byron. Et au début, quand est paru le vampire de Polidori, on l'avait attribué à Lord Byron. Hein, alors que ce n'est pas du tout Lord Byron qui l'a écrit. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ça. Ce qui est fabuleux, c'est issu de la fameuse nuit dans la villa Diodati au bord du lac de Genève en 1816. Hein, vous connaissez l'histoire où vous avez Lord Byron, Polidori, les Shelley, Percy et Marie Shelley sont réunis, temps orageux, ils s'ennuient, chacun se dit on va inventer une histoire, la lire à l'autre. Donc vous avez 1816, hein, c'est la fameuse nuit du 16 juin 1816, que Ken Russell en parle dans Gothic. Et là reviennent Polidori. Lord Byron avait repris une nouvelle qu'il avait écrite. Polidori revient avec le vampire. Et vous avez évidemment Mary Shelley qui revient avec Frankenstein. Donc de cette soirée-là, c'est quand même fou. C'est que vous avez Frankenstein d'un côté qui est apparu et le vampire, la première nouvelle avec le titre Le Vampire, etc. Ensuite, Varney the Vampire.
qui va être une publication très populaire. C'est quelque chose que en France on connaît peu. Alors moi-même je n'ai lu que des extraits. C'est un roman feuilleton à bon marché, ce qu'on appelait les Penny Dreadful, donc de Thomas Prescott et James Malcolm Rimmer, 220 chapitres, 800 pages, qui reprend tous les codes du roman feuilleton, très romanesque, etc., avec aussi des traits qui vont être récupérés dans la représentation des vampires. La morsure, les dents un peu plus longues, c'est pas encore les canines qu'on va voir dans le cinéma de la Hammer, l'idée de l'eau bénite, le pieu, etc. Et enfin, vous avez le chef-d'œuvre qui est Carmilla, de Sheridan Le Fanu en 1872. Carmilla qui aurait en partie aussi inspiré le Dracula de Bram Stoker. Et avant de terminer, simplement les apports de Stoker, parce que Bram Stoker avec Dracula en 1897, c'est lui qui va vraiment instaurer la figure du vampire. Donc lui, il n'a pas inventé la morsure, les dents, etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est une culture un peu générale, qui n'est pas totalement cinématographique, c'est que Dracula de Bram Stoker a apporté l'idée de l'allergie à l'ail, a apporté l'idée des objets consacrés redoutés qui étaient déjà utilisés, mais là qui peuvent devenir des armes, a apporté l'idée de la transformation en brouillard du vampire, et voire en chauve-souris, non pardon, a réutilisé, je dis une bêtise là, faut pas m'écouter, a réutilisé l'idée des objets consacrés, l'idée des transformations qui étaient déjà chez Varney, etc. Par contre, ce qu'il a inventé, une chose qui est remarquable, que je trouve remarquable, c'est que par exemple c'est dans le Dracula de Bram Stoker que le vampire dit « je ne peux pas rentrer chez quelqu'un si je ne suis pas invité ». C'est Dracula de Bram Stoker qui va insister sur l'image aussi du reflet dans un miroir, l'absence de reflet. Et c'est le Dracula de Bram Stoker, et comme ça j'y reviendrai après la pause, qui va mettre ce motif de transporter la terre de son pays natal dans le cercueil pour aller dans un autre pays. Par contre, pas du tout la cape noire, par exemple, qu'on verra dans les films. La cape noire, c'est celle qui a été utilisée par les adaptations théâtrales de Dracula à partir des années 20. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on fasse la pause? Après, on basculera vers, voilà ça, proximité lointaine et anachronisme. Bon, on va reprendre. Alors, donc toujours dans cette idée de fil directeur d'une figure complexe, combinant les contraires, immortalité, mortalité, vie, survie, l'idée que c'est aussi un personnage qui se retrouve au cœur d'un maelstrom d'images, de représentations artistiques, de tourbillons, et surtout un être donc de la tension, pas de l'attention, de la tension. Je vous propose quelque chose qui a à voir avec l'espace-temps. C'est-à-dire que le vampire est une créature, plus que les autres créatures sans doute, pose des problèmes et des enjeux passionnants concernant le temps et l'espace. Et vous voyez, je vous ai mis à l'écran un oxymore, proximité lointaine. Vous savez que l'un des attributs du vampire, c'est par exemple d'influer à distance. D'exercer une sorte d'hypnotisme sur les êtres et de pouvoir les faire agir à distance. Et aussi anachronisme, parce que vous allez voir, ce qui m'intéresse là, c'est de voir en quoi le vampire est une figure qui traverse les temps et qui se retrouve dans une sorte de chevauchement des temps et des époques. Et anachronisme, c'est pas simplement l'idée que le vampire se retrouve à contre-temps, c'est que l'anachronisme, ça serait l'idée que le vampire est une figure de montage de temps hétérogène. C'est-à-dire que le vampire est à la fois, fait partie du futur, du présent et du passé. Et qu'il est en permanence, il oscille plus ou moins en permanence entre ces différentes strates de temps. À ce titre-là, je vous livre vraiment une expérience que j'ai faite, et je ne m'en doutais absolument pas, en préparant cette intervention sur les vampires. J'ai été frappé, et là je ne vous ai mis que quelques photogrammes, j'ai été frappé de l'omniprésence du train
dans les films de vampires. Alors il y a le Dracula, mais ça c'est lié évidemment au roman lui-même. Il y a Les Proies du vampire, je vais vous montrer un extrait qui est un film mexicain de vampires que j'aime beaucoup, 1957. Les Lèvres rouges, j'espère pouvoir vous montrer un extrait qui est un film d'Harry Kumel qui est magnifique. Et Martin de George Romero, des années 70. Et à chaque fois le train est là comme étant quelque chose d'important. Alors ma petite idée, je vous l'avais dit tout à l'heure, je me suis dit mais pourquoi cette omniprésence du train et tout ça? Alors pour déjà insister sur l'idée que le vampire, c'est une créature qui vient de loin, physiquement, donc il faut qu'il arrive à un endroit, mais c'est aussi le vampire qui vient de loin dans le temps. Et il arrive dans un monde où on utilise très souvent le train comme élément comme ça de modernité, mais aussi comme ligne droite. Le train de tous les moyens de transport, c'est celui qui jamais ne va à reculons. Dans l'autre sens. Vous empruntez une ligne de train, vous tracez de l'avant. Il y a toujours cet axe d'une sorte de course en avant, comme ça. Vous n'allez pas pouvoir reculer, ou alors s'il recule, c'est pour faire des manœuvres, ce que vous voulez, etc. Mais il y a l'idée de la voie tracée, vous voyez, avec les rails, etc. Et évidemment, il y a l'idée, très souvent utilisée, d'une sorte d'origine du cinéma. C'est l'une des premières images séminales du cinéma, l'arrivée du train en gare de La Ciotat, etc., etc. Et on a l'impression qu'associer le motif du vampire, qui lui peut aller dans toutes les formes de temps, peut s'amuser de tous les transports, parce que le vampire, par exemple, peut être celui qui peut être à deux endroits à la fois. Vous savez que l'une des qualités du vampire, c'est ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Le vampire peut être ici et là en même temps. Soit parce que, comme dans Vampire de John Carpenter, il va très vite. C'est-à-dire, vous l'avez vu partir, le personnage, vous avez vu 36 fois ce genre de plan. Le personnage a devant lui le vampire, il part en courant, il se retourne, le vampire est déjà là. Donc, alors, soit c'est une extrême vélocité, soit c'est une forme fantastique de déplacement qui fait que le vampire peut être à un point A et à un point B quasiment en même temps. Et on dit le don d'ubiquité du vampire. Et ça, c'est intéressant parce que le train nous dit le contraire. Le train, c'est un trajet, c'est une trajectoire, il y a du temps, etc. Donc on a, avec le train, cette idée d'inscription de l'espace-temps dans les films. Et j'aimerais vous montrer l'arrivée la séquence de l'arrivée de Dracula à Londres dans le Dracula de Francis Ford Coppola 1992, où véritablement ici vous avez l'image de Dracula qui devient tellement une figure anachronique, montage de temps hétérogène, qu'il abolit temps et espace. Et je vous le dis avant pour que vous appréciez l'extrait, j'ai l'impression que l'arrivée de Dracula à Londres, dans le roman, c'est décrit avec, pour ceux qui se souviennent du roman, c'est décrit avec le carnet de voyage des gens du Déméter, le bateau. Il y a les membres d'équipage sont peu à peu mordus, sont tués, etc. Et puis vous avez un croisement de plusieurs lettres. Bon, dans le roman, c'est ça. Et là, ce qu'a choisi Francis Coppola de manière remarquable, c'est un moment excessif, fortement appuyé, de montage hétérogène, avec superposition d'images. Le Dracula de Coppola, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est fait d'une quantité infinie de surimpression. Ça surimpressionne constamment les images. Et là, toujours avec cette idée que dans la surimpression, il y a toujours l'idée que le vampire, Dracula, est cette présence-absence qui hante tout le film et qui peut être à tous les endroits à la fois. Et comme si la figure du vampire était le principe même de montage du film. Regardez l'arrivée à Londres. Tout y est. Ça commence par une scène victorienne qui tourne quasiment à l'érotisme. Vous savez que dans les représentations vampiriques aussi, le vampire est maître du temps. Mais pas du temps compté, du temps atmosphérique. Il peut déclencher les tempêtes, les éclairs, etc. C'est remarquable de virtuosité en termes de montage, et ça dit bien la dimension omnipotente, omniprésente, et surtout cette dimension anachronique, c'est-à-dire il est
et dans tous les espaces de la figure du vampire. Il est à la régie, j'emploie le mot qui est un mot quasiment cinématographique, mais je trouve que c'est ça qui apparaît, il est à la régie de toutes les séquences qui s'imbriquent. Son arrivée, donc l'arrivée comme ça à Londres, cette folie qui d'un coup s'empare de la ville de Londres, c'est lui qui la suscite, qui l'engendre, et on a l'impression qu'il vient de partout à la fois. Et en plus, il vient de partout à la fois dans un corps qui est insaisissable. Vous avez vu ce moment de transformation, il rajeunit. Par rapport à la première partie du film où il avait les cheveux blancs, etc., il rajeunit. Et il rajeunit d'abord par un stade d'animalisation qui le fait ressembler à un loup-garou. Et là, au passage, presque la figure un peu de loup-garou, peut-être un hommage au loup-garou, soit de la Hammer ou autre. Et on a véritablement ici la figure du vampire comme une figure qui, à la fois, est proche et lointaine, hein, une figure de la proximité lointaine. Là et pas là, elle s'approche avec aussi cette image complètement folle où vous avez la maison de Lucie sur les hauteurs et le Déméter qui arrive au premier plan et la maison en fond. Ce qui, dans la topographie jusqu'à présent du film, ne correspond pas. Enfin, et donc, comme s'il reconfigurait même l'espace de la nouvelle terre dans laquelle il arrive, qui est Londres, devenant un nouveau propriétaire londonien, etc. etc. À ce titre-là, la proximité lointaine, c'est véritablement l'idée que le vampire abolit les distances, et il abolit tellement les distances qu'il devient le voisin. Dans le Dracula de Coppola, on va dire alors vous avez pris l'abbaye de Carfax, tout ça, on n'est pas très loin l'un de l'autre avec la maison de Lucie. Et vous savez que c'est un motif qui va se répandre dans le cinéma de vampire, où le vampire est celui qui s'installe à proximité dans une banlieue, etc. Et qu'il y a et qui devient le voisin. Alors un des films horrifico-comiques que j'aime beaucoup, de Tom Holland, qui s'appelle Fright Night. Vous savez qu'on en a fait un remake en 2010-2011, je ne sais plus. C'est vraiment l'idée d'un adolescent qui voit arriver dans le voisinage un homme, et il est persuadé que cet homme-là est un vampire, d'autant que lui-même est un adepte d'une émission télévisée, et il va utiliser la personne qui présente cette émission télévisée pour éliminer ce voisin. Donc le vampire, c'est aussi ce voisin. Et évidemment, le vampire, être anachronique, il faut que je m'arrête un moment sur la Hammer. Vous vous rappelez la première période, je vous ai dit, bon, je laisse de côté les films, on va dire les films qui comptent pour eux-mêmes, Nosferatu, Vampire, hein, Nosferatu 1922, Vampire 1931. Je laisse de côté la première période, la Universal, hein, les Monsters, Universal Monsters, dans lesquels vous aviez le loup-garou, tout ça, mais aussi le Dracula de Todd Browning 1931. Il y a la fameuse deuxième période où on a le vampire passe en couleur. Hein, et cette firme britannique, la Hammer, qui va reprendre les grands mythes qui avaient été mis à l'écran par la Universal et qui va s'en emparer. Et donc, le Dracula de la Hammer, véritablement, nous montre, accentue cet effet de montage anachronique, hétérogène de la figure. Pourquoi ? Christopher Lee va incarner un vampire qui, à la fois, est extrêmement élégant. Dans le Cauchemar de Dracula 1958 de Terence Fisher, il accueille Jonathan Harker de manière très élégante, très posée. Il a un port, un maintien très élégant. Et en même temps, que je vous le montre dans les photogrammes, ça, je vais vous montrer la séquence, c'est aussi un vampire donc, entre civilité et complète sauvagerie, violence. Et c'est la Hammer qui va, par exemple, insister sur une représentation qui va être reprise dans bon nombre de films par la suite, sur les fameuses canines proéminentes. Hein, c'est vraiment la Hammer qui met ça en avant, et évidemment le sang. Mais avant de voir cet extrait-là de la Hammer, je vais vous montrer un extrait d'un film mexicain que j'aime beaucoup, qui s'appelle El Vampiro de Fernando Méndez, l'ouverture du film, parce que Christopher Lee lui-même, quand il s'est vu proposer le rôle de Dracula de la Hammer, s'est inspiré de German Robles, qui a incarné le comte Duval ou Lavoud,
hein, dans ce film-là. Je vous montre l'ouverture. El Vampiro, film mexicain. Par exemple, film mexicain que Guillermo del Toro a forcément vu, même s'il ne reprend pas cette mythologie-là pour Chronos, son premier film. Si j'ai le temps, je vous montrerai un extrait de Chronos de Guillermo del Toro aussi. Donc, là. Alors, El Vampiro, dans le titre original, c'est Les proies du vampire en français. Évidemment, vous avez les héros qui arrivent par le train, etc. Et notamment une sorte de pseudo-bibliothécaire, mais qui va s'avérer être un chasseur de vampires. Et une femme qui arrive dans sa famille d'adoption et qui va s'apercevoir que, je crois que c'est sa tante, est morte suite à cet extrait-là. Donc là, vous avez une représentation. Je voulais juste montrer pour que vous perceviez la ressemblance avec une séquence que je vais vous montrer du cauchemar de Dracula, donc un an après. Donc elle sera en couleur, mais vous allez voir la même façon quasiment qu'a Christopher Lee de mordre sa victime. Sachant que là, on passe vraiment dans l'imagerie du vampire qui est dans la forme de proximité lointaine qui se rapproche. Bela Lugosi, c'est vraiment dans la pose de je tends le bras et j'attire les gens à moi, etc. Le vampire, manière Christopher Lee ou manière Germaine Robles, c'est le vampire qui va avoir cette pose un peu théâtrale dans un premier temps à la Bela Lugosi, mais qui ensuite va se rapprocher et être au contact du corps, notamment du corps féminin, ce qui fait que ça érotise. Hein, évidemment beaucoup cette figure-là. Et voilà. Alors, je vous montre maintenant la scène que je voulais vous montrer du Dracula la Hammer. Alors là, ce qui est frappant, évidemment, c'est l'extrême bestialité. Ce gros plan, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait un gros plan comme ça sur le visage de Bela Lugosi. C'était une sorte de masque un peu, comment dire, solennel, etc. Là, on a un gros plan bestial avec les canines, etc., sur le visage de Christopher Lee. Et on a une scène d'une extrême violence, déjà pour l'époque. Hein, il faut que vous ayez conscience qu'à l'époque, montrer le sang comme ça, on est en 58, et avec une héroïne au décolleté bien plongeant, et surtout cette manière de s'en prendre aux femmes, de jeter comme ça une femme, et ensuite aussi ce cri hors champ qui d'habitude n'est pas aussi, comment dire, prégnant. Là, on a quelque chose d'extrêmement violent, hein, de très fort, avec ce surgissement aussi tel un animal, qui en fait véritablement une bête, quelque chose qui contraste avec le lieu dans lequel ça se déroule, où c'est un lieu qui semble tout à fait civilisé, voire dévoué à l'art, aux sciences, avec la map monde, etc. Et donc là, on a quelque chose qui se construit dans la tension et la complexité. Quelque chose qu'on va retrouver, je laisse l'extrait forcément aussi en place. Aussi, évidemment, vous l'avez remarqué là, dans cette séquence, mais la Hammer est connue, comme le disait Stéphane dans le prologue que je vous ai lu, est connue pour son sang. Arrive en rouge vraiment technicolore comme ça, le sang. Et les deux photogrammes que je vous ai mis là sont les photogrammes du générique du cauchemar de Dracula. La caméra, c'est pas un zoom, je crois que c'est un travelling avant, sur le cercueil de Dracula, et d'un coup tombent les gouttes de sang, et ensuite c'est fondu au noir, et le film commence. Et le fait même qu'on laisse tomber comme ça ces gouttes de sang d'un rouge très prononcé, c'est une signature esthétique, hein, très forte. Au passage, l'animalisation de Dracula, qui contraste avec son apparence civile, va être encore plus prononcée dans Dracula, Prince des Ténèbres, le second film de la Hammer, le deuxième film de la Hammer avec Christopher Lee, 1966 je crois, ou 65 pardon, 1965, où là carrément Dracula est muet, il ne dit rien. Et véritablement, j'en profite pour vous montrer ça parce que c'est pas simplement pour faire la promo de Midi Minuit Fantastique dont je suis l'éditeur, mais c'est aussi pour vous dire que c'est un moment important. Le numéro 1 de Midi Minuit, regardez la date, c'est 1962.
mai-juin. Donc cette revue qui est devenue une revue entre guillemets culte, qui a commencé en 1962, qui s'est arrêtée au début des années 70, a été une revue qui a bousculé le paysage éditorial français, qui a même été interdit, censuré par le gouvernement pour son numéro 8, qui était érotisme dans le cinéma anglais, et qui a mis en avant le sang. Voyez, et le numéro 1, par exemple, était consacré à Horror of Dracula. Horror of Dracula, c'est le titre, le cauchemar de Dracula. Et vous voyez, il y a eu des textes de Jean-Claude Romer notamment. Le texte s'appelait La machine à dégoulliner. Voyez, ils insistaient véritablement sur cette nouveauté et sur l'autre nouveauté que mettait en place le cinéma de la Hammer et qui a valu les foudres de la censure à midi minuit, mais aussi que ces films-là de la Hammer, aujourd'hui, on les trouve un peu gentillés, hein, mais alors là, à l'époque, c'était considéré comme décadent, la dépravation, et cette revue a commencé à parler de l'érotisme, du sadisme dans l'œuvre de Terence Fisher. Alors je vais vous montrer à ce titre-là, dans le cauchemar de Dracula, 1958, la séquence, hein, qui est devenue une séquence très célèbre, où Dracula arrive à Londres et va littéralement alors engendrer d'une certaine façon, mais surtout presque, on va dire, alors c'est un peu bestial ce que je vais dire là, mais presque s'accoupler avec Lucie. Alors, je vais vous passer la suite, hein. Mais la première partie, c'est intéressant. On est dans l'Angleterre victorienne, du côté de la science, du progrès. Vous avez l'enregistrement, etc. Et à partir du moment où Dracula va être dans Londres, vous allez voir que Terence Fisher, le réalisateur, et la Hammer choisissent de mettre en avant, là, au contraire, les pulsions. Donc, ce que la société victorienne, dans le roman de Bram Stoker, Dracula, essayait d'étouffer. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que la victime, littéralement, se donne. Elle n'est plus victime, elle se donne littéralement. Et ce qui fait que ça a aussi créé, je vous montre, ça a aussi créé l'ambiguïté de cette couverture qu'on a reprochée à midi minuit à l'époque, qui était considérée comme une couverture tendancieuse, voire obscène. C'est qu'on ne sait pas si elle crie de peur ou si c'est une forme d'extase et de jouissance. Et ils avaient fait exprès de choisir cette image-là, hein, Michel Caen nous l'a dit, hein, le fondateur de la revue. Ils avaient fait exprès de choisir cette image-là pour montrer que la bête n'est pas simplement la bête qui met ses mains autour du coude avec un beau décolleté, etc., mais n'engendre pas seulement la mort, ou alors c'est une petite mort, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et regardez donc l'extrême modernité, nous sommes en 58, de cette séquence. Donc on avait dit à Lucie de tout fermer. On lui avait mis une chaîne autour du cou qu'elle a enlevée, une croix, et on avait mis des fleurs d'ail, tout ça, et elle a tout enlevé quand tout le monde est parti. Et on se demande pourquoi elle fait ça, et voilà pourquoi elle fait ça. Vous voyez le même jeu quasiment que dans le film mexicain, hein, quasiment le même plan. Et vous voyez que la jeune victorienne s'offre littéralement, hein, à lui. Et là, il y a sans ambiguïté l'association du mal vampirique à la sexualité. À ce titre-là, le vampire est dans l'anachronisme sexuel. Ici, on est dans une société de 1958, d'une part, mais d'un roman victorien de l'autre, donc fin du 19e siècle, où d'un coup, là, le vampire fait ressurgir à la surface, de façon moderne, une sexualité qui s'affiche. Inversement, moi je trouve, j'aime beaucoup le Twilight, le premier, vraiment. Premièrement pour sa photo, que je trouve remarquable, parce que ça pose les bases de choses très intéressantes. Mais si vous avez vu les Twilight, là, on est dans un anachronisme sexuel, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la modernité sexuelle, on est dans le retour en arrière, puisque l'auteur Stephenie Meyer était mormone, elle ne s'est jamais cachée, qu'elle a écrit un roman, une saga
vampirique qui est là pour prôner l'abstinence avant le mariage, qui est là pour prôner, par exemple, qui est une saga qui est contre l'avortement, puisque si vous avez vu lu ou vu le film, donc le 4e épisode, on dit bien à un moment donné que pour sauver Bella, elle doit, parce qu'elle a une grossesse contre nature, ils se sont mariés, et là ils ont enfin pu faire l'amour, et ils se sont mariés, et elle risque de mourir si elle enfante. Mais elle dit non, je garde le bébé, tout ça. Ouais, ben c'est normal, Stéphanie Meyer était vraiment anti-avortement, etc. Et donc là, on a une figure de vampire qui est récupérée pour un discours à contre-courant, anachronique. Mais là, je prends l'anachronisme au sens de s'enlever comme ça d'une forme de contemporanéité concernant la sexualité. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça joue, surtout dans le premier, on le voit bien, d'un film qui est un très bon film, un très bon teen movie. Vraiment des pulsions, le désir, l'attraction, répulsion, mais sans que l'acte soit consommé. À ce titre-là, le Dracula aussi dans cette perspective, le Dracula de Coppola va pousser encore plus loin à la fois l'omniprésence du sang. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas un film gore. Dracula, quand on le voit une première fois, on a ce sentiment un peu plus de film violent et gore. Mais par contre, il y a énormément de rouge, énormément de sang. Et il y a beaucoup de plans, par exemple, qui peuvent être même expérimentaux, comme ces plans-là, sur l'hémoglobine. Et on va lier le sang à la sexualité. Quand Lucie, au début, s'offre dans son négligé, son déshabillé rouge à l'espèce de loup-garou dans le jardin. Et évidemment, vous avez cette fameuse scène qui a fait couler beaucoup d'encre, où c'est une fellation déguisée, quand vous avez Mina qui suce le sang du comte qui veut ainsi l'engendrer. Et la manière dont filme Coppola, il n'y a pas à tortiller, il filme quelque chose qui pourrait être dans un film nudies ou un film pornographique ou autre, d'une fellation. Et le cadrage ou autre ne laisse aucune ambiguïté là-dessus. Donc, on va dans ce sens-là, et j'aimerais... un film que j'aime beaucoup, vraiment. Alors j'adore le réalisateur Park Chan-wook, qui a fait son récent film Stalker, que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est une merveille à mon sens. Il a fait un film de vampire qui est au passage une libre adaptation de sa part de Thérèse Raquin de Zola. Il le dit lui-même. Moi, je me rappelle avoir montré ce film à mes élèves, et on a travaillé en même temps avec des extraits de Thérèse Raquin. Bon, il y a des élèves qui m'en ont voulu, de leur avoir montré ce film-là, mais notamment parce qu'il y a un truc à un moment donné avec une flûte qui fait couler le sang. Il y a 2-3 élèves qui sont sortis de la salle, ils n'ont pas pu. C'est un film sur le sang, mais vraiment. À tel point qu'à un moment donné, on fait un décor blanc. Mais on se demande pourquoi on met cette personne-là dans le décor blanc. Donc, vous allez voir, c'est l'histoire d'un prêtre qui a été engendré suite à un virus, etc. Et qui, à son tour, va engendrer une jeune femme qui est prise dans une histoire de famille. Alors, c'est là où on retrouve Zola, de tuer le mari ou pas, enfin le futur mari. Bon. Et il enferme cette fille qu'il a engendrée dans une pièce blanche. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, si la pièce est blanche, c'est comme pour la neige, c'est pour que le sang ressorte mieux. Il n'y a rien de plus beau que du sang sur la neige. Je crois que c'est dans l'opéra de Wagner, Perceval, Parsifal, voilà, qu'a repris Giono dans Un roi sans divertissement, 1947. C'est toujours la Park Chan-wook, j'aime beaucoup. C'est à la fois horrible, violent, comique. Et évidemment, ici, c'est une véritable ode au film de vampire et au sang, au rouge qui est mis, qui est déversé. Et tout le décor est là pour aller dans cette œuvre d'art littérale qui est aussi nourrie d'abjection. La même chose
Alors, sur un autre mode, si vous ne connaissez pas, c'est un film admirable que j'ai découvert récemment, grâce d'une part à Stéphane Lumineldo, mais aussi grâce à Hors Circuit, qui est un libraire DVD à Paris, où j'ai acquis le DVD. C'est un film remarquable. Harry Kumel est connu pour avoir fait Malpertuis. Hein, c'est avec Delphine Seyrig, et c'est une manière. Alors, c'est difficile à résumer. Vous avez un jeune couple qui arrive en train, c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure une image de train, dans la station balnéaire, enfin dans la station balnéaire, mais hors saison d'Ostende. Ils vont à un moment donné visiter Bruges où il y a eu des meurtres, et on est dans une sorte de lieu complètement échoué, et ce couple-là est échoué dans ce lieu, dans un hôtel que vous voyez ici en haut à gauche, qui est hors saison, qui semble suspendu dans le temps, et arrive avec sa secrétaire Delphine Seyrig, qui donne comme nom Báthory. Donc la fameuse elle était princesse, je ne sais plus. Comtesse, merci. La fameuse comtesse Báthory hongroise, dont on sait que les exactions qu'elle a pu mener concernant, au début, fin 16e, début 17e, où elle aurait prélevé des quantités de sang énormes sur énormément de jeunes femmes, etc., pour repousser le vieillissement, etc. Vous avez... c'est Julie Delpy qui a fait un... Voilà, j'aime bien ce film, La Comtesse d'ailleurs. Ouais. Qui est un très bon film là-dessus. Et c'est un film, comme le titre l'indique, c'est un film qui insiste énormément sur le rouge. Alors, paradoxalement, très peu le sang, mais dans les toilettes, dans le rouge à lèvres, etc. Et c'est un film de vampire où la victime sera un homme qui va être littéralement vidé de son sang, et où Delphine Seyrig, enfin Báthory, n'arrête pas de dire qu'elle est elle-même, et elle emploie en français, parce que vous avez la version anglaise, la version française, mais l'actrice elle-même le dit en français, qu'elle est anachronique. Je suis tout simplement un personnage démodé, anachronique, j'appartiens pas à ce temps. Et c'est très intéressant parce que c'est un film où on a l'impression que le temps s'arrête, dans cette station balnéaire d'Ostende, où il n'y a personne, qu'elle semble, elle, vouloir changer, parce qu'on parle aussi d'amour saphique, d'amour lesbienne, qu'elle semble, elle, vouloir changer de partenaire, qu'elle va trouver dans la jeune mariée, et qu'elle semble s'ennuyer du monde, et du coup courir en permanence le danger du temps. Alors, courir le danger du temps pour elle, évidemment, c'est le danger du temps lié à la lumière du soleil. Et je vous montre ce qui n'est pas la fin du film. Je vous montre la séquence des Lèvres rouges. Vous avez cette fameuse course contre le temps. Je trouve cette sorte de course en avant, qui en fait, si vous fermez les yeux, que vous ne regardez pas la séquence, c'est une scène d'amour. Hein. Plus vite, nanana. Il y a une sorte comme ça de précipitation, de scène d'amour, de jouer avec le feu, et c'est le seul moment d'intensité du film finalement. C'est-à-dire que, dans le sens où c'est un vampire qui, comme elle le dit, est échoué comme ça, qu'elle vit dans l'éternité et qu'elle recherche en permanence une intensité. Avec son ancienne amante, elle semble avoir épuisé cette intensité-là. Et là, elle essaye véritablement de faire en sorte que le temps qui... D'habitude, il n'est pas compté pour elle, puisqu'elle a l'éternité pour elle. Que ce temps doit être un temps compté, et ce temps, finalement, va être le temps de la mort en même temps que le temps de la petite mort. C'est un... Et je ne sais pas si vous avez entendu le débit de phrase de Delphine Seyrig, elle parle toujours comme ça. Il y a quelque chose d'une sorte de temps aussi, de locution, qui suspend comme ça tout le film. C'est vraiment un film remarquable qui est fait de moments suspendus, étranges, et qui insiste vraiment sur l'image du vampire anachronique.
Et j'aimerais aussi évoquer un autre vampire qui est dans le temps. Et c'est le premier film de Guillermo del Toro, le premier long métrage. Guillermo del Toro, vous le connaissez peut-être pour Le Labyrinthe de Pan, par exemple, pour Hellboy. Hellboy 1, Hellboy 2, Pacific Rim. Et c'est un très très beau film sur un vampire, un antiquaire qui s'appelle Jesus Gris, qui trouve dans une statue une sorte de, je sais pas, d'artefact, voilà, on va dire, qui est une sorte d'objet, d'insecte horloge, qui se greffe à son corps et qui lui donne d'abord, dans un premier temps, la jeunesse, qui le rajeunit, mais par contre qui le rend dépendant de plus en plus au sang. Donc je vais vous montrer deux extraits. L'ouverture. Donc vous voyez comment le film d'emblée associe énormément la figure du vampire à celle du temps. Chronos, l'invention de l'alchimiste, la dernière phrase de l'alchimiste, et cet alchimiste que l'on retrouve dans les décombres, ayant survécu à plusieurs dizaines, centaines d'années. Il y a là véritablement de la part de Guillermo del Toro la volonté d'associer une de ces thématiques chères qui est l'horlogerie, le temps. Même dans, si vous connaissez bien Guillermo del Toro, dans Hellboy, tout ça, vous avez tout le temps des mécanismes du temps, de partout, le labyrinthe de Pan aussi, et de le lier à la figure du vampire, qui pour lui est véritablement une figure qui passe les temps et qui se retrouve coincée entre plusieurs temps. Et il va utiliser cette figure de vampire, ce n'est pas pour rien, avec une figure d'antiquaire. C'est lui qui hérite de la statue que vous voyez à la fin de cet extrait, et dans laquelle statue figure le Chronos, et qui va le rendre dépendant, cet antiquaire. Alors là, je vous montre la fête du jour de l'an, enfin la fin d'année, on passe au jour de l'an, et de plus en plus, Jesus Gris est attiré par le sang. Donc il y a un invité qui saigne, il va le suivre aux toilettes, et vous remarquerez au passage qu'il passe à côté d'une grosse horloge humaine. Donc là, ce qui est très intéressant, cet extrait est remarquable parce que, évidemment, l'artefact lui procure une nouvelle jeunesse. Hein. Il est quelqu'un qui de nouveau se remplume, etc. Lui donne une sorte de stature. D'ailleurs, sa femme n'arrête pas de lui dire tu rajeunis de jour en jour. Et même, il y a une sorte de réveil comme ça, de sensualité. Et en même temps, c'est exactement ce que je disais au tout début de mon intervention, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette forme de transfiguration et en même temps de régression. C'est-à-dire que là, on est dans une forme de trivialité où il devient dépendant même du sang versé, d'abord sur la vasque d'une toilette publique, puis il va jusqu'à, et c'est là la régression, s'allonger par terre, s'agenouiller pour lécher ce sang. Et on est véritablement dans la représentation, encore une fois, de tension entre, d'un côté, le positif, le négatif, ça c'est sûr, mais d'un côté, une forme de sublimation, de transfiguration, et de l'autre, au contraire, une forme de régression absolue. À contretemps, ou montage de temps hétérogène, il y a évidemment un film extraordinaire. Je ne vais pas montrer d'extrait aujourd'hui, mais j'ai fait tout un dossier dessus. Vous pouvez consulter sur Internet, tout ça. Il y a vraiment ce qu'a réussi Thomas Alfredson dans Morse, Laisse-moi entrer, c'est d'associer cette figure anachronique du vampire avec la figure de l'enfant, où nous avons deux enfants, Oscar et Ellie, qui semblent des enfants qui ne sont pas insérés dans leur temps. L'un souffre-douleur de sa classe, l'autre vient d'arriver, elle ne sort que la nuit, tout ça, et on va comprendre très vite que c'est un vampire. Et surtout, ce qui est magnifique, d'où le titre français, qui n'est pas du tout le titre original, c'est Laisse-moi entrer ou Laisse entrer la bonne personne, c'est Morse. C'est-à-dire qu'ils vont s'inventer un langage à eux qui est à contre-temps du langage, l'action se passe dans les années 1980, qui est à contre-temps du langage
utilisé par les autres et qui est un langage qui semble venir de plus loin, hein, avec des signes, c'est le morse, hein, et qui fait qu'ils vont même s'échanger des mots avec un langage anachronique, c'est-à-dire qui semble venu d'une autre époque. À un moment donné, quand Ellie part, elle lui laisse un mot, et alors évidemment, là c'est la traduction du suédois, hein, elle lui laisse un mot, et en fait c'est la citation de Shakespeare, Roméo et Juliette. C'est une phrase comme ça qu'elle semble lui livrer par-delà les siècles, hein, par-delà les temps. Donc, langage anachronique. Et regardez, par exemple, à un moment donné, vous avez cette jeune fille, hein, elle a 11-12 ans, mais elle a 12 ans depuis très longtemps, comme elle le dit elle-même. Et dans le roman, puisque c'est l'adaptation d'un superbe roman, hein, de John Ashvin de Lykvist, hein, si vous aimez lire du roman fantastique, tout ça, c'est un très très grand roman. De vampire, hein, Laisse-moi entrer, qui a été traduit en français. Et regardez ce qu'il dit dans le roman. La fille fronça les sourcils, des rides se dessinèrent sur son visage, et l'espace d'un instant, elle parut infiniment plus vieille que son âge, telle une vieille femme sur le point de pleurer. Et donc vous avez comme ça, dans ce film, cette façon extraordinaire d'associer un visage d'enfant à un visage de vieille et de faire se superposer comme ça les deux. Et évidemment, vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure de Twixt, le film le plus récent de Francis Ford Coppola, qui est un film de vampire, etc., qui est aussi un film de fantôme, où vous avez Elle Fanning qui incarne une jeune fille qui semble être revenue d'entre les morts, un fantôme, et qu'on va qualifiée de vampire et qu'on va s'apercevoir plus tard qu'elle est un vampire. Et ce qui est très fort, c'est que l'histoire est inscrite dans un village dans lequel arrive un écrivain en mal de reconnaissance, c'est joué par Val Kilmer, et dans ce village, il y a un clocher à 7 horloges. Et qui, au passage, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Beffroi. Chaque horloge ne donne pas le même temps. Et là aussi, c'est une façon évidente de lier comme ça ce personnage de vampire à une sorte de représentation montée, hétérogène du temps. J'aimerais continuer, terminer, oui, parce que le temps m'est imparti, sur une représentation du temps qui est du vampire avec l'idée à la fois d'outsiders et de communauté. C'est-à-dire que le cinéma des vampires des premiers temps, grosso modo, hein, le cinéma des vampires des premiers temps, grosso modo, c'est la figure du vampire, souvent isolée, qui peut engendrer d'autres vampires, souvent des femmes, dans les films de la Hammer, mais qui ne durent pas longtemps, et très souvent, il faut se débarrasser du vampire principal, du vampire. On est d'accord, hein, cette idée du Dracula, etc. Et il va y avoir un autre temps des films de vampires. Au contraire, les vampires vont devenir nombreux, vont s'étendre de partout. Hein. Je pense au roman Salem, hein, Les Vampires de Salem, et le roman de Stephen King Salem, Les Vampires de Salem, le film de Tobe Hooper de 1979. Mais ça peut aller aussi à 30 jours de nuit. Etc., etc., où là, les vampires sont une communauté, ils s'étendent partout. Et donc, j'aimerais essayer, je vais être obligé de faire un choix, parce que j'ai énormément d'extraits pour ça, mais je vais faire un choix drastique, et un peu par goût personnel. Alors, il y a le vampire outsider, celui qui semble outsider, c'est-à-dire dans et hors d'eux. Celui qui semble à la fois dans son temps et pas dans son temps, et surtout celui qui semble dans la réalité et pas dans la réalité. Je vais vous montrer l'ouverture de Martin de George Romero. George Romero est plus connu pour ses films de zombies, hein, La Nuit des Morts Vivants, etc. Mais il a fait ce film qui est magnifique, où il y a une ambiguïté. Alors une ambiguïté, je ne sais pas, mais en tout cas, où on se dit que Martin n'est sans doute pas un vampire, mais qu'il se prend pour un vampire. Hein, et je vais vous montrer l'ouverture du film. Vous allez voir, ça se passe dans un train, qui est une ouverture assez extraordinaire. C'est difficile de couper cette scène. Hein. Il faut la faire vivre telle qu'elle est, c'est-à-dire de manière très crue. C'est une scène évidemment qui d'abord évoque un viol, et ensuite vous avez véritablement une sorte de mise en scène où le Martin, avec cette projection d'image, vous avez vu en noir et blanc, où il s'imagine comme ça, il projette quelque chose, où Martin réalise une sorte de fantasme, pas simplement de faire l'amour avec cette femme-là, mais de devenir vampire. Et vous avez une façon de traiter cela comme si ce personnage était dans et hors de la réalité.
C'est-à-dire le train, le bruit du train, l'espèce de course en avant, de fuite en avant comme ça du train, avec en montage alterné, montre très bien qu'il est dans une logique complètement, et là je fais un jeu de mots avec le train, mais déraillé ou éraillé. Où il confond illusion et réalité. Alors vous avez plusieurs comme ça films qui, je vais très vite pour arriver au dernier extrait, qui jouent comme ça de l'ambiguïté vampire pas vampire, outsider, insider, outsider, c'est-à-dire des gens qui sont dans et hors de la réalité. Ça c'est un film suédois qui est très beau, qui s'appelle Vampire 2008, Vampireur, qui est sorti en 2008 avec deux sœurs vampires. Et je mets point d'interrogation parce qu'on ne saura pas vraiment en fait. Vous avez évidemment Blade 2 aussi, où là aussi vous avez l'image comme ça de l'outsider, c'est-à-dire que double outsider. J'aime beaucoup ce film de Guillermo del Toro. Vous savez, Guillermo del Toro dit qu'il est un cinéaste qui aime les monstres et qui n'aime pas les monstres qui sont rangés dans des catégories. Et par exemple dans Blade 2, il y a une communauté de vampires, elle existe, et il va inventer une autre sorte de vampire qui va tuer les vampires. Et il y a déjà le personnage de Blade qui lui-même est un dampire. Vous savez que le dampire, c'est D-H-A-M-P-I-R-E, c'est-à-dire que c'est moitié homme, moitié vampire. Hein, c'est une catégorie qui existe. C'est-à-dire qu'il a les qualités du vampire, mais par exemple, il ne redoute pas le soleil. Parce qu'il a été enfanté par une mère humaine, mais le père est vampire. Et vous avez de l'autre côté la communauté vampirique. Alors, aux frontières de l'aube, qui est un film magnifique de Catherine Bigelow, où là, vous avez une communauté comme ça qui erre. C'est une sorte de road movie western, où vous avez une communauté qui erre sur le territoire américain et qui va accroître sa communauté parce que l'une des leurs tombe amoureuse. Alors, j'avais prévu un extrait. Mais vous avez aussi le vampire de John Carpenter, et c'est cet extrait-là que je voulais vous montrer de la communauté. Et ensuite, vous avez 30 jours de nuit, etc., etc. Et je laisse de côté enfance et adolescence. Mais je terminerai par John Carpenter, et je laisse de côté l'enfant miroir. Je suis obligé. Si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est un des plus beaux films. The Reflecting Skin, L'Enfer Miroir. J'aurais pu le mettre dans Outsider parce que finalement, ce garçon va s'inventer d'une certaine façon une voisine vampire suite au récit de son père qui est en train de lire comme ça des histoires de vampires. Et en même temps, c'est un grand film sur la sexualité. C'est un grand film sur le trauma américain de la guerre, puisque le frère revient de la guerre, etc. Si vous avez l'occasion, il faut juste voir ce bijou qui s'appelle L'Enfant Miroir, qui est peu connu, hein, The Reflecting Skin. Voilà. Donc j'aimerais venir quand même, pour la communauté, l'extrait de Vampire de John Carpenter. Je vous le montre, on en parle après. Alors, ce qui est intéressant avec cet extrait, bon, évidemment, là, John Carpenter fait son western qu'il a toujours rêvé de faire. C'est tourné carrément à Santa Fe, hein, quand vous voyez les prêtres, tout ça, s'enfermer. Mais ce qui est très, très beau, comme c'est le faire John Carpenter dans ses scopes splendides, cette irruption comme ça des vampires du sol américain, du sous-sol américain, c'est une manière de dire, ça me fait penser beaucoup, un peu une intuition que je vous donne immédiatement, mais à la guerre des mondes, à l'image de Spielberg qui montre que les pods, les tripodes, émergent de dessous la ville dans la guerre des mondes et que les extraterrestres ont toujours été là. La même chose pour les vampires ici, c'est-à-dire que le territoire américain a beau s'être fondé sur le Far West, etc., on va de plus en plus dans l'Ouest, il y a l'idée que la figure du vampire a toujours été là, sous-jacente, et qu'elle ne fait que réémerger, même sur le territoire américain. C'est ça qui est très beau, parce que d'habitude le vampire c'est l'Europe, les Carpates, tout ça, Londres. Et là, avec cette façon de faire émerger comme ça ces vampires du sous-sol américain, c'est aussi faire émerger toutes ces communautés, parce qu'ils sont beaux là. La communauté est belle et elle émerge comme ça, toutes ces communautés que très souvent le pouvoir américain, l'État américain, l'autorité américaine a voulu éradiquer, effacer, alors les Indiens par exemple, et qui prennent leur revanche. Et qui sont là et qui d'un coup vont réémerger dans cette réalité américaine. C'est aussi ça, le vampire est utilisé très souvent comme une communauté qui fait voir l'envers du décor. Et là, je viens de voir le premier épisode de la série Dracula
qui est en train de se faire actuellement en série anglaise, où on imagine un Dracula qui est revenu d'entre la mort, qui se dit américain, et qui arrive en Angleterre pour combattre l'Ordre du Dragon. Et là, Dracula va s'associer avec Van Helsing pour combattre l'Ordre du Dragon, et notamment combattre toutes ces forces financières qui étranglent le monde, etc., etc. Donc il y a aussi cette idée comme ça du vampire qui va retourner contre le monde, son obscurité, son mal, etc. et dire au monde, vous êtes le mal, mais il y a un mal encore plus ancien et qui va reprendre sa place et peut-être sa prééminence. Donc il y a aussi cette réflexion qui aurait à mener comme ça sur la communauté vampirique qui est à la fois comme une meute, qui fait peur, là, la chasse, etc. Mais qui est, et au passage, c'est un film très... plus politique qu'on ne pense, parce que le Vatican est aussi impliqué dans le film Vampire de John Carpenter, et qui n'est pas net du tout dans cette chasse aux vampires. Voilà. Bon, je suis désolé, parce que j'avais prévu les vampires enfants, qui est quand même le plus grand des scandales, au niveau de l'imaginaire, puisque l'enfant, c'est une sorte de monstre au carré. C'est l'enfant vampire, est une sorte de monstre au carré, parce qu'il est vampire, c'est un monstre, mais comme le dit plusieurs personnages d'enfants, il est vampire depuis 200-300 ans, comme le dit la petite dans Entretien avec un vampire, jouée par Kirsten Dunst, mais il a 12 ans depuis 200 ans. Et vous avez cette image souvent dans l'image de l'enfant vampire, d'un monstre au carré, parce que c'est une image extérieure dont on veut prendre soin, qui est belle, jolie, etc., mais qui est en fait peut-être plus terrible que les autres monstres, puisqu'ils ont un appétit de vivre, notamment sexuel en plus, lié à Entretien avec un vampire, contre nature encore plus, puisque leur corps a leur corps défendant. Leur corps est un corps qui est resté à l'âge d'enfant, mais eux, ils sont vieux dedans et ils désirent d'autres choses, et notamment ils ont des désirs d'adultes. Donc c'est une figure passionnante, la figure aussi de l'enfant vampire, mais j'ai malheureusement pas le temps. Voilà, merci pour votre attention.